Mardi 3 juin 2025, la librairie Ombre Blanche accueillait Vincent Debanne, docteur de l'Université de Paris-Sorbonne, dont les recherches portent sur l'anthropologie française et la littérature française du XXe siècle, éditeur des œuvres complètes de Claude Lévi-Strauss dans la bibliothèque de la Pléiade et co-auteur de la biographie intellectuelle de Claude Lévi-Strauss avec Frédéric Keck. Il y présentait ce jour-là La source et le signe, anthropologie, littérature et paroles indigènes, paru aux éditions du Seuil, essai dans lequel il examine comment la parole indigène, longtemps infériorisée, s'est peu à peu émancipée en devenant littérature. Bonne écoute. Bien, bonsoir tout le monde. On est très heureux ici à la librairie d'accueillir ce soir Vincent Debanne pour la présentation du livre dont on va parler entre nous et puis avec vous pendant quelques instants. Vincent, je le présente en quelques mots. Il est professeur de littérature française moderne à l'Université de Genève et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les rapports vraiment pour simplifier, entre anthropologie et littérature. Il a notamment, entre beaucoup d'autres choses, dirigé, coordonné et préfacé l'édition des œuvres de Lévi-Strauss en Pléiade. C'est donc un très très bon connaisseur non seulement de Lévi-Strauss, mais vous le découvrirez en lisant ce livre, de beaucoup d'autres personnes et de l'anthropologie comme personne, justement. Entre autres choses également, il a publié un livre qui a fait date sur les rapports entre, on va dire, science et littérature à partir de la fenêtre de l'ethnologie. Un livre qui s'appelle L'adieu au voyage, chez Gallimard, toujours, pour rester dans l'ambiance Pléiade, dans cette collection de la bibliothèque des sciences humaines. Et il a fait quantité de choses dans ce registre. Et avec ce livre, La source et le signe, que vous avez là sous-titré Anthropologie, littérature et paroles indigènes, il poursuit en fait une partie de son travail sur les rapports, on va dire, entre anthropologie et littérature, entre littérature et sciences sociales peut-être plus généralement. Il poursuit, en même temps il déplace. Je crois que tu as déplacé un peu ton travail où il s'agit plus seulement de travailler sur de grands corpus de textes, c'est plus Lévi-Strauss ou Michel Leiris, etc. C'est à la fois de mobiliser des textes d'ethnologues qui ont compté, bien sûr, mais aussi d'élargir à d'autres textes. C'est ça, notamment la place, en quelque sorte, de la parole indigène. Mobiliser d'autres textes qui sont des textes rédigés par des Africains eux-mêmes, des Africains qui ont écrit en langue française en particulier, et un des enjeux du livre est d'interroger le statut de ces textes et le statut de cette parole devenue en quelque sorte texte, parole indigène dont tu dis qu'elle a été coincée longtemps entre la source et le signe. Et est-ce que justement tu peux nous expliquer ce que tu entends par là et puis finalement nous délivrer déjà un petit peu le mystère de ton titre, quoi. Bon, merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à la librairie Ombre Blanche. Je suis très content d'être là, en fait. C'est une librairie très connue, mais moi, j'habite vraiment pas la région, donc j'ai pas eu beaucoup l'occasion de la fréquenter. Et je suis très content, très honoré d'avoir été invité. Merci à Hélène. Je sais pas si elle est là, mais elle est au fond. Puis merci à vous d'avoir eu la curiosité de venir. Alors, la source et le signe. La source et le signe, en fait, c'est une façon de désigner l'espèce de, de tourniquet dans lequel... Alors, donc, la source et le signe, je disais, c'est une façon de désigner une forme de tourniquet dans lequel est pris la parole indigène en situation coloniale. C'est-à-dire que les administrateurs vont solliciter cette parole parce qu'ils ont besoin de l'expertise et de la contribution locale pour comprendre n'importe quoi, les systèmes d'héritage, pour comprendre la langue d'abord. Donc ils vont solliciter cette parole, et au moment même où ils vont la solliciter, ils vont tout faire pour qu'elle ne soit pas autonome. Et donc ils vont considérer que c'est une source. Ils vont dire c'est la source
pour un savoir à construire sur l'Afrique, les Africains, etc. Donc c'est le premier statut de cette parole. Et puis dès que ces locuteurs africains deviennent un tout petit peu plus que simplement des pourvoyeurs d'informations, alors les administrateurs vont dire « Ouh là là, cette parole, on va la citer littéralement. Il faut surtout la citer. Il faut la citer parce qu'elle est le signe d'une mentalité. Elle est le signe d'une psychologie particulière, elle est le signe des progrès à faire, etc., etc. Donc la source et le signe, au fond, ça désigne cette hésitation, ou plutôt cet étau, dans lequel est pris cette parole qui est sollicitée, voilà, qui est sollicitée à la fois par l'autorité coloniale, qui, d'un certain côté, a besoin véritablement de cette contribution, tout simplement parce que l'entreprise coloniale ne pourrait pas fonctionner sans la contribution des autochtones. Et donc, cette parole, elle est sollicitée, mais en même temps, accorder la parole à quelqu'un, c'est toujours risqué qu'il la prenne. Et donc, pour éviter que cette parole soit prise, elle est cantonnée au statut de source ou au statut de signe, ce qui est une façon en fait, d'interdire au locuteur d'être considéré comme un véritable sujet. Et cette hésitation, on la trouve bien sûr dans l'autorité, disons dans le discours colonial, mais on la trouve aussi dans le discours anthropologique. Et ouais, alors ça, on va reparler effectivement de cet étau et puis comment est-ce qu'il s'est desserré d'une certaine façon. Enfin, comment tu réussis à l'expliquer. Mais peut-être juste avant ça, donc ce titre que tu mobilises, donc il a un sous-titre, Anthropologie, littérature et parole indigène. Et donc effectivement, parole indigène, c'est pas un terme très neutre en fait. C'est pas un terme neutre aux yeux, aux oreilles, peut-être d'un lecteur ou d'un auditeur de 2025. Et on se dit tiens, mais tu aurais pu écrire parole autochtone. Finalement, tu as fait le choix de garder ou en tout cas de conserver cette idée de parole indigène. Est-ce que tu peux justifier cette expression peut-être aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'était un gros. En fait, bon, d'abord, ce que je dois dire, c'est que, en un sens, par rapport, tu as eu la gentillesse de rappeler que ça fait longtemps que je travaille sur la question anthropologie et littérature. Et donc le livre L'Adieu au voyage, le sous-titre du livre L'Adieu au voyage, c'était l'ethnologie entre science et littérature. Et donc là, c'est anthropologie, littérature et parole indigène, c'est-à-dire que l'idée, c'est quand même au fond, le premier livre, enfin le livre précédent, disons, l'idée du premier livre précédent, c'était d'interroger cette hésitation des anthropologues qui, d'un côté, veulent faire de la science, mais de l'autre côté, veulent faire de la littérature. Donc voilà, j'avais des grands textes, effectivement, Léris, Lévi-Strauss, etc. Et je m'interrogeais sur cette hésitation en la mettant aussi en série avec d'autres une hésitation qu'on trouve aussi chez les historiens, chez les géographes, les sociologues, enfin pas les sociologues, mais les historiens, les géographes. Bon. Et donc l'idée, c'était de mettre l'ethnologie en série, enfin d'inscrire l'ethnologie dans cette série ou dans cette hésitation qui date du 19e siècle, du savant qui a un rapport ambivalent à la littérature. Voilà. Mais la singularité, si tu veux, de l'ethnologie par rapport aux autres sciences humaines, c'est qu'elle ne travaille pas avec des documents, elle ne travaille pas avec des traces, elle ne travaille pas avec des ruines, elle travaille avec une parole, qui est celle donc de l'indigène. Donc, si tu veux, c'est d'abord ça. Si tu veux, avant de parler de l'adjectif indigène, qui effectivement est problématique, il y a ce déplacement-là. C'est-à-dire que vraiment, c'est un livre sur l'anthropologie et son usage qu'elle fait de la parole de l'autre. Alors, indigène. Oui, c'est un peu un problème, ce mot. D'ailleurs, en fait, les éditeurs étaient un peu inquiets. Pour l'instant, ça va. Ils m'ont dit vous êtes sûr, etc. Et j'ai hésité. J'ai vraiment hésité parce que c'est vrai que c'est un problème. Enfin, comment dire, c'est problématique. Alors, pourquoi c'est problématique et pourquoi finalement j'y ai pas renoncé? C'est problématique parce que indigène, c'est un terme, comme d'autres termes d'ailleurs. C'est un terme colonial. Enfin, ça désigne au fond ça désigne une réalité coloniale qui était un statut juridique, le statut de sujet indigène qui était distinct du statut de citoyen. Et donc, il y a le danger, et quand on reprend un terme comme celui-là, d'importer, de colporter, de perpétuer, au fond, les connotations coloniales de ce terme.
Du coup, par exemple, en la déclaration de 2007 des Nations Unies, Declaration of the Right of Indigenous People, en anglais, a été traduit en français sous l'influence, sous la pression des Canadiens, enfin des Québécois, Déclaration des droits des peuples autochtones. Parce qu'on voulait justement se débarrasser des connotations, enfin on voulait ne pas perpétuer ces connotations coloniales du terme indigène. Donc c'était une possibilité. Le problème, si on fait comme ça, si on substitue autochtone, l'adjectif autochtone à l'adjectif indigène, en se disant voilà c'est plus neutre, d'abord c'est pas certain. C'est pas certain qu'autochtone soit finalement beaucoup plus neutre qu'indigène. Il y a une sorte d'égitation historique entre autochtone, indigène et aussi aborigène, qui a plus ou moins le même sens en fait. Mais surtout le problème, si on fait ça, c'est que la catégorie qu'on employait à l'époque, c'est la catégorie indigène. Et donc, si on veut comprendre, ce qui est mon cas, on veut comprendre les logiques du passé et les logiques coloniales du passé, si on renonce, si d'emblée on dit non, il ne faut pas dire indigène, indigène c'est mal, alors qu'en réalité, le passé qu'on veut comprendre, utiliser le terme indigène, déjà c'est problématique si tu veux. C'est-à-dire que on prend quand même le risque de projeter des catégories du présent sur un passé qui n'obéissait pas à ce type de découpage. Donc ça, c'est le premier argument, si tu veux. Le premier argument qui consiste à dire que c'est quand même indigène qu'on disait à l'époque, si c'est le passé qu'on veut comprendre, il faut considérer. Donc c'est la réponse historiciste, si tu veux, qui consiste à dire il faut conserver les termes du passé. C'est la réponse, au fond, de l'historicisme au présentisme, qui risque toujours de projeter sur le passé des préoccupations du présent. Bon. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les auteurs dont je parle sont des gens qui se désignaient eux-mêmes comme indigènes. Et alors là, ça devient carrément problématique. Parce que c'est un terme qui est employé en première personne. Et donc, alors évidemment, ça nous dérange. C'est d'ailleurs, c'est un peu ça mon problème. C'est le problème du livre. C'est notre gêne face à des discours qui, à première vue, en tout cas, ont l'air de reprendre à leur propre compte les catégories de la domination et de la colonisation. Mais bon, il se trouve que Moussa Travelé, donc premier interprète du Soudan français, écrit un appel à ses camarades indigènes lettrés. Paul Azoumé, romancier dahoméen, se présente comme un indigène, réclame la collaboration des instituteurs indigènes. Léon Gontran Damas, que lui est guyanais, pas africain, essaie de promouvoir une poésie indigène d'expression française. En Haïti, vous avez une revue qui s'appelle la Revue Indigène, vous avez un mouvement qui s'appelle le mouvement indigéniste. Et tu vois le problème. On ne va pas dire depuis nous, 2025, tu dis oui en 2025, mais voilà, est-ce que nous en 2025 on peut dire comme ça? Non, mais ils se trompaient. Ils se trompaient, ces gens-là, en s'auto-désignant comme indigènes. Tu vois, alors, au fond, l'espèce de condescendance qui consisterait à dire, en réalité, ils ne se rendaient pas compte, mais ils étaient aliénés. Ils étaient aliénés parce qu'ils employaient à leur propre propos les catégories de la domination. Et donc, il vaut mieux... Et donc, si tu vois là, donc et au fond, c'est ça mon problème. Comme mon problème, c'est précisément ça, c'est précisément ce malaise ou cette difficulté qu'on a avec cette parole qui est indigène, mais qui est objectivement indigène, je vais y revenir tout de suite, mais qui est d'abord subjectivement indigène, c'est-à-dire revendiquer, penser comme indigène, il y aurait une forme de violence. En réalité, il y aurait une forme de violence. Et par exemple, dire de Paul Azoumé, qui constamment se présente comme un indigène, comme un expert indigène, comme un locuteur indigène, comme un instituteur indigène, comme un directeur d'école indigène, non, tu n'es pas indigène, tu es autochtone, mais tu ne le sais pas. Il y a une forme de violence, si tu veux, là il y a une forme de violence du présent à l'égard du passé. Dernière chose, le terme indigène, dans les sciences sociales, mais ça concerne les sciences sociales, les praticiens des sciences sociales, c'est que c'est un terme, alors pas comme substantif, mais comme adjectif. On emploie très souvent, Bourdieu, il parle de catégorie indigène, et il n'y a pas ces connotations coloniales, il y a beaucoup moins, d'ailleurs en botanique aussi, on parle d'une espèce indigène, je veux dire, c'est pas que la sociologie. Mais alors du coup, et comme mon problème, c'est précisément ça, si tu veux, c'est précisément... la colonialité qui peut ou non persister dans l'usage de certaines catégories ou dans la façon dont le présent regarde le passé. Dire autochtone d'emblée, ça serait pas affronter le problème. En fait, il faut affronter le problème. C'est-à-dire il faut affronter notre difficulté, notre malaise, notre inconfort
avec ces discours qui sont des discours conçus comme indigènes, mais aussi revendiqués comme indigènes. Ouais, non mais tout à fait. Et puis ça fait vraiment rentrer, comme tu l'as dit, on est vraiment au cœur du propos du livre. C'est un livre qui, bien sûr, concerne une période qui est plutôt, on va dire, la première moitié du XXe siècle. On est dans l'Afrique occidentale française et Madagascar aussi. Mais c'est un livre qui parle du présent. Enfin, c'est un livre qui finalement essaie de changer le regard qu'on va avoir sur cette parole finalement. Hein. C'est sur ce regard et qui est aussi, il y a l'idée, si je t'ai bien lu, hein, c'est pas seulement une question de justice. C'est pas juste, il faut élargir ce corpus de textes parce qu'en fait c'était des petits textes, mais en fait on va les faire rentrer dans la grande littérature par principe, un peu parce qu'il faut le faire d'une certaine façon. C'est pas ça, c'est pas ça la bonne raison. Et justement, j'aime bien que dans ce texte, et quand vous le lirez, vous verrez comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a ce côté ethnologue, c'est-à-dire de s'attacher à des textes, à la fois des textes qui sont des textes reconnus dans ce domaine, mais aussi à des textes qui n'ont pas réussi finalement. Tu as parlé de Paul Azoumé, il a fait ce roman historique. C'est un texte qui finalement était conçu comme un texte littéraire, enfin, qui voulait être dans la littérature ou qui voulait être de la littérature, enfin, j'en sais rien, et qui finalement n'a plus fonctionné. Il est aujourd'hui devenu relativement illisible. Alors, et ce qui est intéressant, c'est ce que tu essaies de faire, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est illisible aujourd'hui, comment est-ce qu'il est illisible, comment est-ce que finalement, et ça peut-être tu peux l'éclairer à partir peut-être de cet exemple, comment est-ce que la relation au lecteur s'est détériorée en fait avec ce texte, quoi. Alors, attends. Tu as commencé par dire un truc que je voulais. C'était pas une question de justice. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est qu'en fait, parce que voilà, ça c'est juste, que c'est important pour moi. C'est-à-dire que je m'intéresse de fait, donc je m'intéresse à des textes qui sont pour la plupart oubliés, parfois franchement inconnus, parfois méconnus, disons, à minima. Mais je m'y intéresse pas par principe. Enfin, si tu veux, je m'y intéresse pas par désir de corriger le canon, par désir ou par souci d'inclusivité, si tu veux. Même si c'est très bien d'être inclusif, hein, c'est pas ça. Il faut être inclusif, je veux dire. Mais c'est pas ça le point de départ de l'enquête. C'est pas ça. C'est plutôt d'utiliser ces textes-là vraiment. Bon, d'abord, c'est des découvertes, si tu veux. C'est des découvertes historiques. En fait, ces textes-là existent et je les ai découverts, en fait, franchement, dans cet immense continent qui est la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire ces milliers, parce que la colonie, c'est aussi, bon, c'est plein de choses, la colonie, mais c'est, entre autres choses, une production colossale de papier, d'écrits, de discours et de textes administratifs et de textes savants qui sont dits des textes politiques où l'entreprise de savoir et l'entreprise de domination sont complètement intriquées. Bon, c'est cet énorme continent. Or, dans ce continent, on trouve des textes quand même vraiment bizarres qu'on a complètement oubliés. Et moi, mon idée, c'est en fait, c'est d'utiliser ces textes pour questionner notre présence, demandant d'abord pourquoi on les a oubliés, mais non pas parce qu'en fait c'est pas bien d'oublier, c'est normal d'oublier. Voilà, c'est normal que tout enfin le canon le canon, ou appelons ça comme on veut, est forcément sélectif. Donc c'est pas, il y a forcément des critères, et si on ressuscite une œuvre oubliée, ça sera toujours au détriment d'une autre. Donc c'est pas la question. La question, c'est de savoir pourquoi on les a oubliés et pourquoi surtout ils sont devenus illisibles. Et donc l'exemple, effectivement, le bon exemple, c'est ce livre de Paul Azoumé, dont vraisemblablement vous n'avez jamais entendu parler. Donc Paul Azoumé est un auteur, instituteur au départ, enfin d'abord séminariste, instituteur, directeur d'école béninois, enfin dahoméen, on disait à l'époque, dahoméen, qui était un peu le prototype de l'indigène lettré. C'est-à-dire cet indigène qui était au départ qui est originaire d'une grande famille du royaume de Porto Novo et qui a été éduqué en français et qui a très vite commencé à écrire des articles d'abord ethnographiques, puis aussi des articles d'histoire sur le Dahomey précolonial, etc. Et puis donc cet auteur fait paraître en 1938 dans une maison d'édition qui s'appelle La Rose, qui est une maison d'édition qui ne publie en fait
pas de roman, qui publie essentiellement des manuels techniques sur la colonisation. Il publie ce roman de 510 pages qui s'appelle Dogissimi, qui est un roman historique sur l'histoire. Alors, une histoire qui a une tradition, enfin, qui semble-t-il au moins une sorte de faits réels, enfin de faits avérés historiques, d'anecdotes historiques avérées, une histoire qui date des années 1819, entre 1820 et 1830, dans le Dahomey précolonial. Et c'est une jeune femme qui se sacrifie, enfin, c'est-à-dire dont le mari est parti à la guerre, n'en est pas revenu, elle l'attend, donc évidemment ça résonne avec des intrigues très très familières pour le lecteur occidental en général. Elle l'attend, non pas pendant 10 ans, mais ni non plus pendant 20 ans, elle l'attend pendant 8 ans. Et puis, au bout de 8 ans, on lui apprend que son mari, Tofa, est mort lors de la campagne contre le royaume rival des Maïs. Et plutôt que de se remarier, pendant 8 ans, elle a résisté aux avances des courtisans. Et plutôt que de se remarier, elle décide de se laisser enterrer vivante avec le crâne de Tofa, puisqu'on a ramené du royaume Maï que son crâne. Voilà. Et donc, c'est un roman historique qui raconte ça. Et je trouve il y a quelque chose d'assez incroyable, parce qu'en fait, quand on lit l'histoire de la littérature francophone, africaine, si vous voulez, bon, le point de départ, c'est Senghor. C'est Senghor, 1945, 48, anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, etc. Parfois, on va chercher quelques obscurités du type Bakary Diallo, Force Bonté, un récit écrit par un tirailleur en 1929, enfin publié en 1929. Et donc, on ne sait rien. Et c'est quand même ce truc écrit à Cotonou pendant 15 ans par un instituteur dahoméen, 510 pages, absolument sans aucun équivalent, ni dans l'Empire britannique non plus, tu vois. Et ce truc-là est complètement passé à la trappe. Alors, il y a une raison évidente, c'est que Azoumé, si tu veux, c'est un livre qui est très francophile, au fond. C'est un livre qui finit sur le bonheur de voir le drapeau français flotter sur le Dahomey. Donc forcément, on peut comprendre que ce statut, enfin que ce discours-là ait contribué à l'éclipse, à l'oubli du roman, mais quand même, c'est bizarre. Et c'est bizarre que quelqu'un comme Senghor, qui va en 1945 chercher toutes les traces d'émergence d'une littérature africaine autonome, ne dise, enfin c'est pas vrai, il consacre un paragraphe à Dogissimi. Voilà, donc il y avait ça. Et du coup, je lis ce texte avec. Bon, moi je suis littéraire de formation, donc même mon quotidien c'est de faire cours sur Baudelaire. Et donc j'essaie de lire ce texte avec la même attention et le même souci de la forme, du contexte, qu'on le fait quand on lit Flaubert. Avec in fine cette interrogation qui est: qu'est-ce que ça veut dire qu'un texte, pourquoi est-ce que ce texte est illisible? Parce qu'il est quand même un peu... Enfin, d'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai, il n'est pas complètement illisible. Il est difficile à lire. La première fois, c'est sûr, la deuxième fois aussi, la troisième un peu moins. Mais bon, c'est... Et donc, je ne vais pas vous le vendre comme un chef-d'œuvre. Je ne vais pas vous dire non, en fait, c'est une pépite que j'ai trouvée. Non, c'est pas ça du tout. Il ne s'agit pas de corriger le canon. Il s'agit d'utiliser ces textes-là pour comprendre nos aveuglements à nous. Enfin, en tout cas, pas forcément nos aveuglements, mais nos capacités perceptives. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un livre qui parle du regard que notre présent peut porter. On n'est plus capable de porter sur un certain type de passé, sur un certain type de texte. Et ça, c'est aussi ce que tu fais dans ton livre, c'est d'essayer de corriger ça, déjà, d'une part, autant que possible, et puis de résister aussi à des évidences intellectuelles un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, le fait de ce que tu décris, hein, le fait d'imaginer que cette littérature indigène émerge en résistance. Ouais. À la science coloniale, le fait que finalement la trajectoire de ces indigènes lettrés, et d'une manière générale et un peu collective, c'est de passer de l'informateur plus ou moins anonyme à la source nommée, puis au savant qui fait un peu de l'auto-ethnographie, en tout cas de l'ethnographie de son coin, et puis enfin l'écrivain, quoi. Et en fait, ce que j'explique, c'est que en fait cette trajectoire, elle paraît évidente, en fait, c'est pas ça. Non, en fait, c'est pas ça. Ouais, alors c'est juste. Et qu'en fait, la première surprise, je pense, quand on se penche sur ce corpus de texte, c'est qu'on aimerait bien
depuis 2025, on aimerait bien que ces textes-là ils soient écrits dans une optique de résistance, ou de subversion, ou de critique de la science coloniale, de l'ordre colonial. Et dans les faits, ce n'est pas le cas. En fait, ce sont des textes qui s'inscrivent en fait qui sont en fait le prolongement de ce qui est au départ une demande de l'autorité coloniale. Donc l'autorité coloniale a commencé par solliciter les indigènes, les autochtones, pour leurs compétences d'abord linguistiques, comme je disais, et puis leur connaissance des usages locaux, etc. Et puis, donc les premières interventions sont anonymes. Et puis, à partir des années 20, on voit apparaître les premières contributions signées par des Africains, dans des revues en général obscures. Et puis, ces contributions vont... Donc, en général, au début, c'est des contributions, c'est du folklore, hein, c'est contes dahoméens, légendes Bambara, etc., etc. Et puis, ces contributions vont s'étoffer, elles vont devenir plus importantes, il y aura ça devient des vrais articles, des études, alors des études qu'à l'époque on appelle des études indigènes, sans qu'on sache vraiment ce que ça veut dire, études indigènes, est-ce que ça veut dire elles sont écrites par des indigènes, génétifs, subjectifs, hein, ou est-ce qu'elles sont sur des réalités indigènes. Et puis, beaucoup de ces auteurs, de ces premiers auteurs, vont devenir écrivains et vont écrire des textes qu'aujourd'hui on dirait littéraires, des romans, du théâtre, des poèmes. Donc, déjà, il y a cette trajectoire, si tu veux, qui fait que c'est pas... On aimerait bien, si tu veux, qu'en fait, ce soit une prise de parole littéraire contre la science coloniale, mais dans les faits, historiquement, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a vraiment cette progression-là. Du coup, on se dit, c'est pas grave. C'est l'histoire d'une autonomisation de la parole. C'est comment est-ce qu'on passe d'une parole hétéronome, une parole au fond c'est comme un élève qui rend une copie. Hein, on demande, d'ailleurs, de fait, il y a une sorte de mélange entre la contrainte scolaire et la contrainte coloniale. Hein. Les études indigènes, ce qui est publié dans ces bulletins de l'Afrique occidentale française sous le titre études indigènes, ce sont souvent des devoirs de vacances des élèves instituteurs qui, dans leur 3e année de formation, entre la 2e et la 3e année, donc ils rentrent dans leur province d'origine pendant l'été, et leur mission, le truc qu'ils ont à faire, c'est revenir avec un petit mémoire sur la pêche dans tel cercle, ou je sais pas quoi, les us et coutumes dans leur région d'origine. Donc on se dit, voilà, c'est pas grave, c'est l'histoire de l'autonomisation d'une parole. Et c'est là qu'on arrive à la question du présent, c'est qu'en fait, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que moi, je vais décréter, et au nom de quoi je vais pouvoir décréter qu'une parole devient autonome ? Tu vois ? C'est pour ça que le livre il est un peu à double détente, c'est-à-dire que d'un certain côté, il raconte cette histoire, il raconte l'histoire de l'autonomisation de parole, mais d'un autre côté, il questionne quand même qu'est-ce que ça veut dire que de prétendre faire l'histoire d'une autonomisation. Parce que le problème, quand on fait ça, c'est qu'on est exactement dans la position de l'administrateur colonial. Que fait l'administrateur colonial ? Il lit des textes indigènes et il dit non, c'est pas encore autonome. Plus tard, peut-être, un jour, la personne qui a produit ce discours-là pourra accéder à l'autonomie, mais il est trop tôt. Donc, si tu veux, c'est pour ça que le livre est en 2 parties, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, on voit bien que ces textes, non seulement, il faut reconstituer leur histoire, c'est un truc de reconstitution historique, mais il y a aussi, c'est des textes qui très profondément interrogent la position du savant qui, depuis le présent, s'en empare, et qui prétend pouvoir diagnostiquer qu'une parole est devenue autonome. Or, encore une fois, dire qu'une parole est autonome, c'est le préjugé fondamental de l'administrateur colonial, qui évidemment retarde toujours le diagnostic d'autonomie. Ouais, ce qui effectivement aussi insiste sur le fait que le biais de lecture qu'on a et de considération du fait des gens avec lesquels tu as travaillé ou que tu as fréquenté en lisant ces textes plus ou moins obscurs et perdus et oubliés, c'est aussi le fait qu'il y a une représentation du présent, mais c'est un présent assez large, sur qu'est-ce qu'un auteur en littérature. C'est-à-dire il est autonome, effectivement, il s'auto
décrète lui-même, enfin il se justifie, il est dans la création non surveillée, enfin etc., etc. Et ce que tu montres aussi, c'est que finalement ce discours et cette parole indigène, elle a un statut, elle peut légitimement se réclamer d'un statut d'auteur, mais peut-être pas de ce genre d'auteur-là, quoi. Ouais. Oui, c'est juste. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même... bon, c'est un peu le type de raisonnement qu'on peut faire quelquefois sur les artefacts africains dans les musées. Où on se dit, c'est vrai que... c'est compliqué parce qu'on voudrait quand même retrouver les auteurs, si tu veux, et dire, bah non, c'est pas simplement... une statue anthropomorphe Bambara, tu vois, c'est qu'en fait c'est quelqu'un quelque part qui l'a fait véritablement, un artiste sans doute avec un savoir propre, un savoir-faire, l'objet d'admiration locale, etc., etc. Et d'un autre côté, vouloir absolument attribuer à un auteur cet objet-là, c'est prendre le risque de projeter un régime de création et d'attribution des créations qui est en fait pas le régime local, qui est le régime occidental, européen. Donc c'est un geste qui est menacé d'européocentrisme en quelque sorte. Ouais. Tout à fait. Et puis c'est qu'on arrive, on a du mal à supporter le fait que se positionner, comme pouvaient le faire certaines d'entre ces personnes que tu décris, comme se positionner comme un continuateur, un poursuiveur de quelque chose, etc. C'est pas justement être vraiment un auteur. Donc c'est un autre régime d'autorité, mais qui quand même mérite une nouvelle évaluation, sans doute. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est juste. C'est ça. C'est qu'en fait, c'est qu'on voit que c'est des textes qui sont, par exemple, Fili Dabo Sissoko. Donc, je m'intéresse aussi à cet écrivain. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Fili Dabo Sissoko, sans doute, mais il m'entend tout à l'heure en entrant dans la salle, j'entendais Fili Dabo. Quelqu'un. Ah, vous l'identifiez, vous le connaissez? Comment ça, bien sûr. Ah, ok, d'accord. Bon, alors, en tout cas, je pense que vous êtes quand même, on est quand même assez peu nombreux à connaître Fili Dabo Sissoko, donc qui est un auteur malien. Enfin, à l'époque, on disait un auteur soudanais, puisqu'il c'était. Et donc Fili Dabo Sissoko, il a cette trajectoire. C'est lui aussi un fils de chef, comme on disait à l'époque. Bon, sauf qu'à la différence de Azoumé, il n'est pas chrétien, il est musulman. Et donc il est scolarisé aussi dans des écoles françaises, dans des écoles qu'on appelle à l'époque l'école des otages, et puis l'école des fils de chef. Il est d'abord informateur anonyme pour des ethnologues français, et puis il commence à écrire des textes sur la géomancie au Soudan, sur la psychologie de l'enfant Bambara, etc., donc des études indigènes. Et puis il finit par écrire... à faire paraître en fait en 1950 un texte qu'il a en fait commencé à écrire en 1938 qui s'appelle Crayons et portraits. Et Crayons et portraits, c'est un texte auquel donc, je consacre un chapitre qui est alors c'est un texte bizarre comme les autres, enfin, comme ceux que je considère, parce que c'est de la littérature moraliste. C'est de la littérature moraliste au sens où les modèles de Fili Dabo Sissoko, c'est alors ils sont multiples, mais bon, disons que le modèle directeur de ce livre-là, c'est La Bruyère, Saint-Simon, Bossuet. Donc vous voyez la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait on est face à un texte écrit par un lettré, évidemment bilingue, trilingue dans son cas, quadrilingue dans son cas, soufi, enfin de la Tidjane, quoi, Bambara, qui n'a jamais quitté, enfin qui ne viendra pas en France avant 1945, et qui écrit de la littérature moraliste dans un rapport au corpus qui n'a rien à voir avec le rapport moderne au corpus. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, bon, évidemment, pour Sissoko, la rencontre de la littérature française moraliste, donc la littérature moraliste française, c'est la littérature produite entre la fin du XVIIe et disons, XVIIe siècle, dans le grand siècle, donc La Rochefoucauld, Bossuet, Saint-Simon, La Bruyère, les caractères, etc. Et c'est très bizarre, si vous voulez, de se retrouver avec ce texte commencé en 1938, l'année dont il faut voir ce que c'est pour nous 1938 dans la littérature, c'est l'année où paraît La Nausée, et c'est l'année, on est dans l'après-surréalisme, et on a ce type qui, depuis l'Afrique, écrit de la littérature moraliste. Et je pense que c'est très intéressant parce que, alors évidemment, c'est
le geste créatif est du coup très très différent de notre histoire, la littérature telle qu'on l'imagine. Enfin, je sais pas, ça finit par paraître en France en 1953. C'est l'année où Beckett écrit. Et donc voilà, ce type écrit des trucs façon 17e, mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est pas ludique, c'est pas un pastiche, c'est pas du tout. C'est très sérieux. Il écrit de la littérature moraliste et il décide de saisir la société coloniale comme une sorte de société à la façon dont la Bruyère se saisit de la société de cour, comme une société théâtrale avec des rôles, avec du théâtre, évidemment de l'insincérité, de l'artifice. Mais c'est pas ironique. C'est pas ludique. Ça tient à un rapport au corpus qui est qu'en fait, Sissoko, lisant Fénelon, lisant La Bruyère, il se sent de plein pied. Il n'est pas dans une culture du commentaire. Nous, on est dans une culture aujourd'hui, notre rapport à la littérature, c'est un rapport à la littérature qui est un rapport de commentaire depuis le 19e siècle. Dans les cours de français, on n'apprend pas à écrire des couchers de soleil. On commente, on apprend à faire des dissertations, des explications de texte, des commentaires composés, etc. C'est historique, c'est un fait historique, parce qu'en fait, au 19e siècle, c'était pas ça. Au 19e siècle, ce qu'on apprenait dans les classes de rhétorique, c'était précisément écrire un coucher de soleil, écrire un dialogue inspiré de Plutarque, ou je sais pas quoi. Et en fait, Sissoko, en Afrique, en 1938, formé par des administrateurs coloniaux sur la base de manuels français des années 1890-90, écrit une littérature fondée sur l'imitation des modèles anciens. Et donc c'est très intéressant de lire ce texte-là parce que ça nous révèle à quel point nous sommes éloignés, en tant que modernes et européens, on s'est éloignés de ce type de rapport à la création. Fondé, en fait, encore une fois, sur l'imitation, l'émulation, la reprise, etc. Donc voilà. Ouais, non, effectivement, donc on s'est éloigné de tout ça. Et ce qui contribue aussi peut-être à faire qu'on s'éloigne de ce genre de rapport, c'est aussi, tu le montres dans ton livre, qu'il y a finalement sur ces textes, mais sur les textes en général, d'une certaine façon, et peut-être au-delà même des textes, il y a deux formes de lecture qui s'affrontent et dont l'une va disqualifier l'autre, en fait. Ouais. C'est-à-dire tu as un affrontement entre, d'un côté, on va dire, pour faire simple, les sciences sociales qui vont avoir une lecture plutôt les historiens, les sociologues, peut-être une lecture que tu qualifies de contextualiste, de ce genre-là, qui dit en fait, pour comprendre un texte, on ne peut le comprendre que dans son contexte de production, et donc il faut comprendre le contexte. Et à la limite, on peut même se dispenser de lire le texte. Ouais. Bref, donc ça c'est la première chose. Et l'autre, c'est ce que tu appelles la lecture actualisante, ouais, ou textualiste ou textuelle, qui est celle des littéraires, vraiment pour caricaturer, et qui au contraire estime que le texte peut être lu en lui-même, ou plus exactement peut être lu dans la mesure où il crée des échos hors de son contexte de production. Ouais. Il nous affecte encore, enfin, il tient, il dure, enfin, ouais, etc., etc. Tu dis en fait, un des enjeux du livre, au-delà de ce dont tu parles, et un des enjeux plus généraux, c'est comment est-ce qu'on sort de ça, en fait ? Comment est-ce qu'on sort de cet affrontement ? Et tu as des pistes pour sortir de ça, quoi. Oui, enfin, je sais pas. En tout cas, je sais pas si j'ai des pistes pour sortir de ça, mais je veux montrer que c'est un problème. Je veux montrer que c'est pas. Parce qu'en gros, ce avec quoi, ce contre quoi j'ai écrit ce livre-là, c'est une certaine sociologie de la domination, une certaine sociologie de la littérature, qui consiste à lire les textes oubliés ou les minoresses, en fait, en cherchant pourquoi ils sont oubliés. Et en fait, quand on cherche, on trouve. C'est-à-dire que si... donc, au fond, c'est peut-être moins Bourdieu lui-même que les sociologues de la littérature, les épigones de Bourdieu, si tu veux, mais pour dire les choses un peu brutalement, ça consisterait à dire voici ce texte de Philippe Dabo Sissoko ou de Paul Azoumé, et vous me montrerez pourquoi ce texte n'avait aucune chance dans le champ littéraire. Et en fait, le problème, quand on fait ça,
Bon, d'abord, c'est tautologique, c'est évident. Bon, Ça marche à tous les ça coups. marche à tous les coups, c'est très facile. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident que je veux dire, c'est pas la peine d'aller de mobiliser l'illusio, la sociodicée, le champ littéraire, le pôle autonome, le pôle hétéronome. Je veux dire, c'est évident que ces gars-là, ils avaient aucune chance d'émerger comme des auteurs. Voilà, tous les signes sont là pour. Enfin, donc. Et ce qui m'embête là-dedans, si tu veux, dans cette façon d'aborder les textes dominés, en cherchant au fond des signes, c'est deux choses. C'est d'une part, c'est qu'on considère que le présent, on fait du présent une norme. C'est-à-dire, on vous dit, montrez-moi comment on en est arrivé là où on en est. Et en fait, on y arrive toujours. On arrive toujours à naturaliser le présent, c'est-à-dire à montrer pourquoi le présent est ce qu'il est. Vous me montrerez pourquoi telle autrice Vous écoutez au 19e une siècle, rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 2 juin 2025, avec l'autrice Najat Hashmi, autour de la publication de son roman « Lundi, ils nous aimeront », édition Verdier. Alors, donc, du coup, je trouve que c'est pervers, parce qu'en fait, ça fait du présent une norme. Ça fait implicitement du présent une norme. D'une part. Et puis d'autre part, ce que je pense aussi, ce qui est plus grave, c'est que cette façon d'étudier les logiques de domination, c'est une façon en fait de naturaliser les dominations. C'est-à-dire que on présente l'oubli de Sissoko et de Azumé comme des faits dont il faut rendre raison. Et ce faisant, en fait, on participe, on renouvelle le geste de relégation qu'on prétend expliquer. Donc il y a un côté un peu, si tu veux, c'est comme ces textes sur la littérature africaine qui vont montrer à quel point en fait la littérature africaine c'est compliqué pour un auteur africain de se faire une place dans le champ littéraire français. Oui, très bien, et c'est important de montrer que l'édition je sais pas quoi est structurée par des rapports de pouvoir, de prestige, etc., ou de relégation, ou de marginalisation, ou d'assignation identitaire, etc. C'est très important. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que ça me fait à moi ? Qu'est-ce que je peux faire moi avec ce texte-là ? Et qu'est-ce que ça dit de moi, cette incapacité à lire, ou cette capacité à lire, ou cette difficulté à lire ? Tu vois, donc en fait, il y a cette idée-là, si tu veux, cette idée que c'est compliqué d'analyser la domination, les situations de domination, parce qu'en fait, les situations de domination prétendre expliquer les situations de domination, c'est toujours être menacé par la réitération de la domination. Donc, je ne veux pas lire ces textes, comme des documents témoignant ou de l'oppression ou de l'aliénation des auteurs. C'est ça l'impératif, si tu veux, c'est pas de dire regardez, il y a eu ces textes, mais évidemment, ils n'avaient aucune chance, ça n'a aucun intérêt. C'est de dire de ne pas les lire comme ça, de les lire vraiment comme. C'est pour ça que, au fond, on n'a pas de problème à lire Baudelaire pour ce que Baudelaire nous fait. Je veux comprendre si Dogissimi ne me fait rien, je veux comprendre pourquoi. Je veux essayer de voir si quand même Dogissimi peut me faire quelque chose. Tu vois. C'est ça le truc. Donc il y a aussi un rapport un peu, effectivement, un rapport. C'est pas conflictuel si tu veux, mais je veux quand même. C'est un rapport c'est un travail qui utilise la littérature pour questionner les sciences sociales, pour questionner l'implicite de certains gestes devenus réflexes en sciences sociales et qui, sous couvert d'analyser la domination, en réalité la perpétuent. Ouais, alors exactement, là, tu as plusieurs passages dans lesquels tu dis, c'est ça que je veux faire, c'est rendre de la force en fait à un certain nombre de ces textes, et d'où la charge sur une certaine sociologie, une certaine histoire en fait de la littérature, disons les choses comme ça. Et effectivement, ça a un effet. Alors, tu disais, je ne sais pas si j'ai trouvé une voie pour résoudre un peu ça. Alors, tu l'as dit, mais tu le dis d'une autre façon. Tu dis, il y a peut-être quand même une discipline qui arrive ou qui peut faire ça. C'est la démarche ethnologique. Parce que finalement, la démarche ethnologique, c'est ça. C'est arriver à combiner un peu de jeu avec la distance, parce que finalement la lecture contextualiste des sociologues, c'est toujours tenir très très à distance en fait, puisque c'est toujours l'autre monde, c'est toujours etc. C'est un monde en face. Et au moins la démarche ethnologique, c'est je tiens un peu de distance, en même temps ça me dérange pas d'être affecté. Ouais. Et c'est dans cet équilibre-là que la chose, ce que tu essaies de faire d'ailleurs dans ce livre, c'est qu'est-ce que ça peut me faire encore quand même. Donc tenir de la distance, être affecté, ça c'est la bonne chose. Mais finalement, si je te lis bien quand même dans ce texte, c'est que la démarche ethnologique c'est bien, mais le problème de la démarche ethnologique, c'est les ethnologues en fait.
Parce que les ethnologues, ils n'arrivent pas à faire la démarche ethnologique avec les textes. Moi, je dirais pas ça. Ils le font pas aussi bien qu'ils pourraient le faire. En tout cas, ils ne se comportent pas vis-à-vis des textes, et en particulier vis-à-vis de la littérature, comme ils se comportent vis-à-vis des gens dans des situations de terrain avec lesquelles ils sont plus habitués. Oui, ça c'est vrai. Bon, mais ça c'est vraiment mineur, si tu veux. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est un peu étonnant. C'est très étonnant comme... Non, mais d'abord, il faut distinguer les... C'est un peu... Même là, ce que je fais, c'est un peu massif, tu vois. L'ethnologie, c'est pas un truc... Et c'est évidemment pas la même chose, l'ethnologie coloniale de Griaule en 1930 et l'ethnologie d'aujourd'hui, etc. C'est vrai que quelquefois, c'est étonnant comment certains anthropologues peuvent être extrêmement accueillants à des productions, tu vois, venues de... Non, enfin, je sais pas. Bon, non, mais disons que moi, je pense que l'ethnologie, par son alternance entre cette espèce de dialectique entre la distance, comme tu dis, la mise en contexte et en même temps l'affection. Enfin, c'est ça l'ethnologie, c'est quand même ça qui distingue. Enfin, il y a plusieurs choses qui distinguent l'ethnologie parmi les sciences sociales, mais l'un des traits qui distingue l'ethnologie parmi les sciences sociales, c'est le corps de l'ethnographe. L'idée, c'est qu'en fait, si on va sur le terrain, c'est pas juste pour faire des observations de première main. Tu vois, si tu vas sur le terrain, c'est parce que tu dois éprouver dans ton corps. Le terrain, pas forcément le terrain exotique, hein, si tu veux, mais l'impératif de terrain, l'impératif ethnographique, c'est l'impératif d'éprouver dans son corps des conditions, des conditions sociales, etc. Et donc de mettre au service du savoir une expérience subjective, si tu veux. Et ça c'est quand même, c'est pas du tout vrai des historiens par définition, c'est pas vrai des sociologues. Et en ce sens, je pense qu'il y a quelque chose de commun, si tu veux, entre la littérature, enfin la pratique de la lecture littéraire, si tu veux, qui est aussi une lecture savante, hein, parce que moi je suis pas non plus pour, comment dire, tu parles d'actualisation, mais je suis pas non plus pour une lecture, comment dire, qui serait indifférente au contexte au fond. Pas du tout. Hein, tous ces textes-là, je passe un temps fou. D'ailleurs, c'est du boulot. Donc, il faut comprendre ce que c'est que le Dahomey de 1930. Donc, il y a quand même toute une partie de contextualisation, comme on fait en histoire de la littérature, la façon dont on va contextualiser les fleurs du mal dans l'histoire du sonnet, je sais pas quoi. Donc, il y a toute une partie de contextualisation, mais in fine, le but du jeu, c'est quand même pas de comprendre à quel point Baudelaire appartient à cette histoire, c'est de comprendre à quel point Baudelaire, à moi, me parle maintenant. Et donc, c'est un peu la même chose avec ces textes anciens, sauf que c'est pas Baudelaire. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est en ça qu'effectivement la démarche ethnologique pour toi résonne avec le propos que tu défends ici. Mais c'est peut-être le moment d'ouvrir à un certain nombre de questions, enfin, et de pistes. Alors vous avez compris, hein, c'est un livre qui est assez dense, enfin qui est très riche. Et on a abordé que quelques bouts, mais on n'a pas du tout. On aurait pu passer l'heure à parler de Sangor. Ou de Rabbi Rivel, et on l'a pas fait. Mais peut-être que ça suffit quand même malgré tout pour vous inviter à réagir sur un certain nombre de choses ou à poser des questions à l'auteur. Profitez-en tant qu'il est là, il est captif pendant encore quelques minutes. Et je fais circuler le micro, bien sûr. Et je me lève. Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Moi, je voulais juste comprendre. Ces textes donc, de lettrés indigènes, ils s'adressent à qui? Quel est leur lectorat? Ouais. C'est une très bonne question, en fait. Ouais. C'est une très bonne question, et c'est une question, bon, évidemment, à laquelle il est un peu difficile de répondre. Alors, ils ont un lectorat qui est... ça dépend des textes et ça dépend des époques. Mais ils ont un lectorat qui est celui de justement ce qu'on appelle à l'époque l'élite lettrée indigène, c'est-à-dire cette collectivité d'individus venus de tous les pays de l'AOF, indépendamment de leur... et qui se considèrent un peu comme l'élite, voilà, l'élite de la future Afrique, de l'Afrique future. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ils s'entrelisent. Et c'est quand même aussi cet espace, ce micro-espace qui au départ est une sorte de micro-champ. Alors ils s'adressent entre eux, bien sûr, et ils s'adressent aussi aux administrateurs. C'est-à-dire que quand Azoumé écrit son roman historique sur le Dahomey précolonial, c'est une façon aussi pour lui de s'adresser aux administrateurs et de plaider pour un certain rapport, pour une réforme au fond de la politique d'association, quoi, pour le dire vite.
Donc c'est ça, il s'adresse aussi à un lectorat sans doute francophone, français, un lectorat de romans coloniaux, pour dire en fait les romans coloniaux que vous lisez, ils ne sont pas toujours complètement fidèles, etc. Mais le cœur de cible, c'est ce petit groupe d'instituteurs, de cette élite lettrée, qui est quand même le ferment du premier espace public colonial, qui est lui-même le ferment des indépendances africaines. C'est pour ça que c'est si important, si vous voulez. C'est qu'en fait, moi je m'intéresse beaucoup à des gens qui ont suivi leur formation à l'école normale William Ponty, qui est cette école normale fondée en 1903, mais qui est vraiment devenue très, très opérationnelle après la Première Guerre mondiale, qui a formé donc les élites. Et en fait, Modibo Keïta, Houphouët-Boigny, alors pas Senghor, mais enfin, Mamadou Dia, le premier ministre de Senghor, du premier Sénégal indépendant, tous ces gens-là, qui sont vraiment les pères des indépendances africaines, ils ont été formés à l'école normale William Ponty. Et donc, le terreau, au fond, de ces indépendances africaines de 1958-60, c'est cette petite élite, ces promotions de l'école normale William Ponty qui s'est constituée à cette époque en un espace public colonial, progressivement accédant à des prises de parole et puis finalement à l'indépendance. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre réaction, ça peut, ou un commentaire? Oui. C'était publié, alors c'était tapé à la machine, c'était publié à compte d'auteur, ça passait par des presses coloniales. Oui. Alors ça dépend des. Ça c'est aussi alors ça dépend des cas. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est les phénomènes de parrainage. C'est aussi ça qui est un peu contre-intuitif. Enfin, c'est pas contre-intuitif, mais disons ça contredit nos attentes. Encore une fois, on aurait voulu que ce soit une prise de parole, et dans les faits, en fait, c'est pas des prises de parole, ce sont des paroles qui sont accordées et donc qui sont très souvent parrainées. Donc ces premiers auteurs, ils ont un patron, ils ont un mentor, qui est un missionnaire, souvent un administrateur. Et c'est par la médiation de ces missionnaires, administrateurs, que ces textes peuvent parvenir à la publication. Et donc, selon des circuits, alors effectivement, c'est souvent des maisons d'édition coloniales, je disais La Rose, c'est des maisons, mais même l'anthologie de la poésie nègre et malgache, la fameuse anthologie de la poésie nègre et malgache de langue française, constituée par Senghor en 1948, préfacée par Sartre, Orphée Noire, elle paraît d'abord au PUF dans une collection qui s'appelle Empire et civilisation. Donc en fait, c'est une question très intéressante, c'est-à-dire les trajets, c'est aussi un truc qui explique leur relégation en un sens. Enfin, c'est qu'en fait, ils accèdent difficilement à la publication, et quand ils accèdent à la publication, c'est par des circuits très marginaux, c'est pas Gallimard, Grasset ou je sais pas quoi. Donc, par exemple, Phili Dabo Sissoko, Crayons et portraits, ça apparaît dans une maison d'édition, qui est une maison d'édition de la SFIO. J'ai oublié le nom d'ailleurs, en fait, un truc, voilà, ça paraît c'est une maison d'édition syndicale, parce que lui-même il était député du Soudan à l'époque et qu'il avait sans doute des connexions de ce côté-là. Donc effectivement, c'est des trajectoires éditoriales très complexes, et puis qui sont pas centrales évidemment, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça donne très envie de lire votre ouvrage. Alors, Nicolas, tout à l'heure, vous a posé une question. Pourquoi choisir le terme d'indigène et pas autochtone, natif ou autre? Ouais. Et moi, je me posais la même question, mais sur un autre mot du titre, sur le terme de parole. Pourquoi parler de parole alors que, en l'occurrence, vous vous attardez surtout sur des écrits? Est-ce que c'est un terme, comment dire, qui est aussi historiquement vrai, d'une certaine manière, ou pas? Du coup, qu'est-ce qui a motivé votre choix sur ce terme de parole? Moi, je présume qu'il y a quelque chose un peu de conséquent derrière ce choix-là. Oui, alors je sais pas. Parce que j'ai cherché. C'est vrai que ces paroles au sens. En fait, dans les faits, je m'intéresse à des écrits. Alors, c'est des écrits qui sont derrière ces écrits. Très souvent, il y a des situations d'oralité. Ça, c'est. Des situations donc d'oralité et qui sont aussi des situations non seulement d'oralité mais des situations très souvent plurilingues. Et donc le terme de parole en ce sens-là, il est un tout petit peu, comment dire, inexact,
puisque mon corpus, ce sont effectivement des corpus d'écrits. Mais j'aimais bien conserver le texte, l'idée de parole, bon, d'abord parce que j'aurais appelé ça anthropologie, littérature et discours indigène, ça aurait été vraiment bizarre. Il y avait, enfin, comment dire, et puis, parce que l'idée de parole, c'est une façon de rappeler quand même qu'au départ, ce sont des situations d'interlocution. C'est-à-dire ce sont des situations d'échange entre locuteurs et qui sont ensuite comment dire, constamment niées par les dispositifs préfaciels qui, encore une fois, font de ces écrits des sources ou des signes, mais pas des paroles. Et donc, dire parole, c'est une façon, au fond, de faire ressurgir ces situations initiales qui sont toujours des situations d'interlocution. Alors, évidemment, voilà. C'était un peu ça, voilà. Il y a peut-être une dimension politique aussi derrière, tout simplement. Bah oui, parce que c'était, oui, bien sûr, c'était, ce sont pas des prises de parole, parce que historiquement, ce serait faux de dire prise de parole, mais ce sont quand même des paroles. Et donc, voilà, c'était une façon. Parole, c'est une façon. Voilà, la parole, elle est vivante. Il y a quelque chose de c'était une façon de leur. Peut-être de montrer d'indiquer l'éventuelle disponibilité de ces écrits qu'on a tendance à considérer comme perdus pour oublier, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Il y a un rebondissement. Non, je n'ai pas lu. Votre corpus, il se situe de quelle date à quelle date ? Alors en fait, au départ, il va y avoir un deuxième tome parce que c'est devenu tellement énorme que j'ai. Enfin, deuxième tome. Donc, ça ne sera pas un deuxième tome, surtout l'éditeur m'a dit ne dis pas deuxième tome parce que ça ne marche jamais de faire un deuxième tome. Donc, ça ne sera pas un deuxième tome, il y aura un autre livre qui abordera la suite de l'histoire. Deuxième saison. Il y aura une deuxième saison. Mais la première saison, c'est 1910 parce que le point de départ, c'est le premier livre publié par un indigène qui est le petit dictionnaire français Bambara de Moussa Travelé, qui paraît en 1910, préfacé par Maurice Delafosse. Donc ça, c'est le point de départ. Et le point d'arrivée, c'est quand c'est 1937, 38, 40, c'est quand Senghor arrive à Paris en 1928, mais le point d'arrivée, c'est Senghor à Paris dans les années 40. Voilà. Et la deuxième partie, la suite, ça sera la rencontre entre Senghor et les Antillais, et le moment d'invention véritablement de la négritude. Mais il y a tout un... le bouquin, c'est aussi l'idée d'une une sorte de préhistoire de la négritude qui ne naît pas réellement en 1900, qui ne naît pas par miracle de la rencontre de Césaire, Senghor et Damas à la Sorbonne, quoi. C'est aussi de resituer la négritude dans ce temps un peu long. Donc voilà, c'est ça le... Mais encore une fois, c'est vrai que c'est ça, que c'est l'histoire qui m'intéresse, mais je veux aussi utiliser ce corpus comme une façon de questionner les sciences sociales. Il y a quand même j'essaie d'avoir une interrogation un peu générale sur certains gestes, encore une fois, comment on peut dire, devenus un peu automatiques des sciences sociales. Peut-être, si avant qu'il y ait peut-être une autre dernière question, ouais, tu veux interroger les sciences sociales, enfin, enfin, tu veux les questionner à partir de la littérature et de ces corpus, mais en particulier les sciences sociales françaises, en tout cas francophones, parce que tu as tout un développement où tu expliques finalement il y a aussi une particularité à la manière dont en France, on va dire en France en particulier, on s'est occupé de paroles indigènes, des informateurs, comment on les a traités, comment on les a maltraités essentiellement d'ailleurs, ce qui n'était pas forcément le cas, en tout cas c'était assez différent, même voire très très différent du côté d'autres empires coloniaux en particulier. Oui. Bah, en fait, la première partie il y a un avant-propos en fait qui est consacré à la position du problème, en fait, à la définition du problème, avant d'entrer dans le dur de l'histoire, qui est cette question-là, qui est en fait consacrée à une comparaison entre les traditions françaises, d'une part, francophones, disons, et les traditions anglo-américaines, qui sont elles-mêmes différentes. Mais enfin, bon, voilà. Et donc, oui, mon idée, c'est que, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est le premier chapitre, en fait, du livre, mais ça interroge l'absence dans la tradition française d'une figure qui est en revanche très présente dans la tradition britannique et américaine, qui est la figure de l'anthropologue indigène. Pourquoi est-ce qu'en France,
il n'y a pas cette figure-là. Et donc, il y a une comparaison avec donc, la tradition américaine notamment, où depuis, à partir dès les années 1880, Franz Boas, il se met en quête d'autochtones. Alors lui, il dit indigenous, mais il dit native, et aujourd'hui on dit plutôt autochtone. Il se met en quête d'individus autochtones qu'il va considérer comme des collaborateurs. Alors bien sûr, c'est pas une collaboration égale, c'est pas symétrique, etc., etc. Mais quand même, c'est quelqu'un qui va former. Boas, ils fondent le premier département d'anthropologie aux États-Unis à Columbia dans les années 1900. Ils forment des Indiens Dakota, Deloria, William Jones, un Indien Fox, des gens qui sont souvent métis par leur mère, c'est-à-dire souvent blancs par leur père et indiens ou native par leur mère, et qui deviennent des collaborateurs avec qui il échange des lettres, etc. Or, cette figure de l'ethnographe indigène, encore une fois, il ne faut pas l'idéaliser, si tu veux, mais enfin, dans le monde britannique, l'exemple de ça, c'est Kenyatta. Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, indépendant, c'est un élève de Malinowski qui écrit Facing Mount Kenya en 1938, qui est en fait un mémoire, qui est la publication d'un mémoire de master qu'il a fait sous la direction de Malinowski, qui est un travail d'anthropologie sur le problème, la question de la terre en terrain Kikuyu, en territoire Kikuyu. Et donc ce qui m'a intéressé, c'est pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas, on n'envisage pas l'idée qu'un indigène puisse être anthropologue. Et ce qui, très concrètement, veut dire qu'il y a un truc qui s'appelle la Société des Africanistes, il y a un journal de la Société des Africanistes, et il n'y a aucun Africain qui écrit dedans. On ne peut pas être à la fois africain et africaniste. Et, sauf Senghor. Senghor est le seul, en 1943, qui écrit trois articles en 42, 43, 47, 3 articles de linguistique. C'est le seul auteur africain, avant 1960, à écrire dans le journal de la Société des Africanistes. Donc c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que... Voilà, la première partie le premier chapitre s'appelle l'impossible ethnographe indigène, parce que c'est une figure que, à la fois pour des raisons politiques, de structure de la domination coloniale de l'Empire français, et pour des raisons épistémologiques, c'est une figure qui n'est pas pensable dans le contexte des sciences sociales françaises. Je travaille sur les anglophones, le Nigeria et autres pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est lié au fait qu'au Nigeria, la colonisation, avec les colons, sont venus les pasteurs protestants, oui, liés aussi à la Bible qui a été traduite dans les années 1880 en anglais. Et à partir de là, il y a pas mal de Nigérians qui se sont mis à écrire sur leur propre religion à partir de leur religion traditionnelle. Ouais. À partir, justement, parce qu'ils ont été éduqués en anglais, mais à partir de la Bible, il y a eu un dictionnaire qui a été fait. Donc, je crois qu'ils ont été sollicités, et les Anglais ont plutôt suscité ça. Ouais. Oui, je pense qu'il y a. Alors, je ne connais pas du tout le cas particulier du Nigeria, mais c'est sûr que les structures de domination, et particulièrement effectivement la question de la littératie, de la comment on appelle ça, la question de l'alphabétisation, de la transcription en alphabet latin, etc. Oui. Par les missionnaires, la traduction de la Bible, etc. a joué un rôle central. Et alors. Dans l'Empire français, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins ça. Sauf au Madagascar. Sauf à Madagascar, effectivement. Sauf à Madagascar, où il y a une tradition qui est ancienne, qui est celle des missions London LMS, London Mission Society. Voilà, qui était protestant. Qui était protestante, et effectivement. Voilà. Effectivement, il y a un rapport à... ça se superpose. Le partage Empire français, Empire britannique se complexifie ou se superpose en partie au partage mission protestante, mission catholique. C'est très juste. Ouais. Oui, merci. Moi, je voulais juste savoir si vous vous intéressez aussi aux préfaces et quelle est la place que vous accordez à ces textes. Alors, je m'intéresse énormément aux préfaces. En fait, c'est même non, mais c'est parce que c'est très intéressant, les préfaces, et c'est très important. Et en fait, voilà, parce que comme ce ne sont pas des prises de parole, mais ce sont des situations où la parole a été accordée,
la question de la préface et de la préface par le patron, par le mentor, est évidemment centrale. Parce que, et donc, l'une des questions qui m'intéresse et qui sera l'objet du 2e tome, c'est de voir donc les préfaces. Donc, elles sont, par exemple, la préface de Georges Hardy, administrateur colonial, directeur de l'école coloniale, à Dogissimi. La préface de Maurice Delafosse à Moussa Travellé, la préface de Gabriel Monod-Herzen à Philippe Dabo Sissoko. Donc c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est des phénomènes d'octorialisation compliqués parce qu'en fait, au fond, le préfacier joue le rôle de garant. Et vous avez toutes ces préfaces où dit ne vous vous tromperiez fort, c'est Hardy qui dit ça, si vous attribuiez à Azoumé la moindre velléité autonomiste. Donc en fait, c'est une façon, la préface est là pour surtout endiguer la parole et en même temps la rendre possible en la désamorçant, en la rendant complètement inoffensive. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment, au-delà de ça, et ça sera l'objet du 2e tome, c'est de voir ce qu'il persiste dans de ces dispositifs préfaciels dans la préface de Sartre à Senghor et dans la préface de Breton à Césaire. Parce qu'au fond, c'est quand même un peu... Alors, je pense qu'en fait, je ne veux pas avoir une lecture postcoloniale facile consistant à dire « regardez, c'est encore un dispositif colonial où vous avez un auteur noir et un préfacier blanc. » Parce que ce n'est pas vrai. Enfin, c'est plus subtil que ça, c'est plus compliqué que ça. Mais il est vrai que ce dispositif consistant à dire voilà, vous avez un auteur noir et un préfacier blanc, c'est quelque chose qu'on retrouve tard, jusque dans les années 50, 60. Alors après, je pense qu'on retrouve évidemment le schéma beaucoup plus tard, mais disons que jusqu'aux indépendances, et c'est très intéressant de voir ce qui évolue là-dedans. Est-ce que la très fameuse préface de Breton au cahier d'un retour au pays natal de Césaire, c'est un noir qui manie la langue française comme pas un seul Français ne saurait la manier, etc. etc. C'est très très intéressant de comparer ça avec Georges Hardy disant vous l'étonneriez fort si vous lui... Il y a des effets de... pas simplement de paternalisme, mais aussi de paternalisme, mais de rapport à la parole de l'autre qui sont... Non, c'est très très juste, la préface est hyper intéressant. Mais s'il n'y a plus de questions, on peut peut-être laisser Vincent... Merci beaucoup. Merci à tous pour d'être venus. Merci à vous. Merci. Il s'agissait de Vincent Debanne, auteur de La Source et le Cygne, Anthropologie, littérature et paroles indigènes, publié aux éditions du Seuil, à la librairie Ombre Blanche le 3 juin 2025, lors d'une rencontre réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.